Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle session du cycle de webinaire Les sciences à l'épreuve des crises sanitaires et environnementales. Pour celles et ceux qui découvrent ce cycle de webinaire, je rappelle qu'il est programmé par le Réseau national des maisons des sciences de l'homme et qu'il constitue pour le réseau une des manières d'accompagner la coordination HS3PE crise coordonnée par le CNRS et l'INSERM. HS3PE crise signifiant crise sanitaire et environnementale, humanité, sciences sociales, santé publique. Si vous souhaitez d'ailleurs suivre les actualités de ces actions, ce que je vous encourage vivement à faire, vous retrouverez tous les liens utiles dans la description de cette vidéo. Le webinaire d'aujourd'hui est co-organisé par la Maison des sciences de l'homme et de la société Sud-Est à Nice, que je représente, et la Maison des sciences de l'homme et de la société de Toulouse, représentée par Claire Couly, qui est également chargée de mission du réseau national des MSH, afin de développer les liens entre chercheurs s'intéressant aux crises sanitaires et environnementales. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir deux intervenants. Franck Cauchois, professeur de sociologie à l'Université de Toulouse Jean Jaurès, membre senior de l'Institut universitaire de France, et Gérald Gaglio, professeur de sociologie à l'Université Côte d'Azur et membre de l'unité mixte de recherche GREDEG, groupe de recherche en droit, économie et gestion. Même s'il n'est pas parmi nous aujourd'hui, je dois également citer Cédric Calvignac, qui a collaboré à l'étude qui va nous être présentée dans quelques instants et qui est maître de conférences en sociologie à l'Institut national universitaire Champollion, membre de l'UMR CERTOP, Centre d'études et de recherche Travail, Organisation, Pouvoir, également à Toulouse. La présentation d'aujourd'hui porte sur une méthode innovante pour étudier une société confinée et masquée, l'appel à témoignage. Et je dois dire qu'elle suscite notre intérêt à double titre. D'abord parce qu'elle s'intéresse aux représentations et aux usages d'un objet avec lequel nous avons appris à vivre depuis le début de cette crise sanitaire, le masque anti-Covid, mais aussi car la méthodologie utilisée dans cette étude est encore méconnue et pourtant très prometteuse. C'est en tout cas le point de vue que vont défendre nos intervenants du jour, à qui je cède maintenant la parole. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Bonjour à tous. Dans ce que la crise de la Covid-19 a engendré de nombreux phénomènes et de nombreux faits à étudier pour les sciences humaines et sociales en général et pour la sociologie en particulier. Et parmi ceux-ci, tout ce qui tourne autour du masque sanitaire figure au premier chef. Le masque sanitaire représente en quelque mesure un fait social total. Il demande à être étudié sous toutes ses coutures, si vous me passez l'expression, de par notamment les polémiques que cet objet a engendré suite aux déclarations évolutives des membres du gouvernement autour de son utilité, autour notamment des potentialités écologiques liées au masque en tissu lavable, alors que dans le même temps, le masque jetable s'imposait. Objet intéressant aussi, autant notamment de sa pénurie, pour observer comment se renouvelait le travail des soignants qui devenait de manière homogène un travail à risque. Donc on a affaire à un objet qui a fait une irruption subite dans nos sociétés et dans nos vies, qui a été fortement désiré tout en manquant, en particulier donc, durant cette période de pénurie qui, chemin faisant, a beaucoup concentré nos interrogations. Dans cette présentation, issue du projet financé par l'ANR Mascovid, que coordonne Franck Cauchois, ici présent, et qui nous a gentiment invités à le rejoindre dans cette aventure extrêmement agréable, nous allons évoquer quelques résultats. Nous allons surtout insister sur la méthodologie principale que nous avons utilisée pour ce faire et pour explorer notre sujet, sachant que, au moment où nous avons commencé nos investigations, nous étions nous-mêmes confinés. Donc, il a fallu innover, si ce n'est innover, du moins envisager une démarche de collecte de données. Voilà. Alors, je vous mets juste là les membres du projet ANR que j'évoquais.
Donc, nous sommes 8 avec Franck comme coordinateur, Madeleine Acriche, Alexandre Mallard et Morgane Meyer du CSI, qui sont directeurs de recherche, Roland Canu, maître de conférence à l'Université Toulouse-Jean Jaurès, Cédric Calvignac, qui a été présenté, moi-même, et Anaïs Dagnon. Alors, cette méthodologie de l'appel à témoignages, nous la considérons comme innovante, mais comme beaucoup d'innovations, cela a consisté pour nous à recombiner des éléments existants et bien évidemment en tant que forme sociale, mais aussi comme méthodologie dans certaines sciences humaines et sociales, en sociologie, mais également en histoire, eh bien, cette méthodologie était déjà quelque peu usitée, bien que peu démocratisée. Donc, bien évidemment, le recueil de témoignages en droit fait partie de la pratique judiciaire, des procédures judiciaires avec les dépositions. Ça ne s'inscrit pas là dans une démarche de recherche. Le témoin, eh bien, c'est celui ou celle qui a vu. Il est généralement convoqué, il ne va pas par lui-même témoigner la plupart du temps. Il peut subir un interrogatoire également et rôde toujours le spectre du faux témoignage, qui, comme vous le savez, est puni par la loi. Ce dont il est question ici, eh bien, ces témoignages s'inscrivent dans une qualification des faits pour définir des responsabilités et apporter des preuves dans le cadre d'une investigation. En histoire, là, on est dans une démarche à l'inverse de recherche, et les témoignages, le recueil des témoignages s'inscrivent aussi dans le développement d'une histoire orale. Ils sont recueillis un petit peu à la manière dont on réaliserait un entretien semi-directif et ils ont émergé, quoique relativement timidement, pour, si vous voulez, pallier en fait les carences des sources écrites et faire aussi une contre-histoire d'en bas, me disent Mosen et Gomard, à savoir se détacher parfois des sources officielles pour eh bien, aller scruter l'expérience quotidienne d'acteurs. Alors, en sociologie, la méthode avait déjà été utilisée. Et là, on parle vraiment d'appel à témoignages. Elle avait été utilisée de manière un petit peu pionnière par Jean-Claude Kaufmann dans toute une série de travaux qui ont donné lieu à toute une série de livres aussi. Autour de sa sociologie, donc sa microsociologie de l'intime. Il passait beaucoup par des journaux, notamment des journaux féminins, pour solliciter des témoignages sur des objets du quotidien, comme par exemple le sac à main. Et il initie toujours une correspondance avec ces témoins. C'est-à-dire que ces témoins ne se limitaient pas à un seul témoignage, mais il engage une sorte de conversation qui suscite une familiarisation avec eux. David Graeber, donc, qui est un anthropologue plutôt, et qui est connu du grand public par le biais de son ouvrage autour des bullshit jobs, lui aussi a utilisé cette méthodologie, mais dans une visée confirmatoire, c'est-à-dire que il propose cette thèse selon laquelle un grand nombre d'activités professionnelles seraient des bullshit jobs. Et donc, il interpelle finalement ces potentiels témoins à qui il demande et qui lui font des témoignages qui confirment et qui étayent sa thèse. Et pour finir, dans ce que nous avons trouvé, il y a le travail de Dormois, Rajmanan, Gobi et Neveu autour de la période de mai 68 pour obtenir des témoignages ordinaires de personnes ayant vécu eh bien, cette période. Voilà un petit peu, si vous voulez, le cadrage de ce que nous, ensuite, nous avons développé et des antécédents, plus particulièrement dans notre discipline. Je passe la parole à Franck. Merci beaucoup, Gérald. Donc, en fait, donc, comme Gérald vient de le dire, on n'est pas les premiers à avoir utilisé la méthode, mais en même temps, on a utilisé cette méthode d'une manière très particulière qui fait qu'on l'a, j'espère, enrichie, un petit peu renouvelée. Alors, c'était lié au moment de la crise, c'est important de le noter parce que c'était au tout début du confinement. Nous, on était confinés et on a pris un peu le risque en fait de proposer une enquête sur un phénomène alors qu'en fait on n'avait pratiquement pas de moyens d'enquêter puisqu'on ne pouvait pas nous se rendre sur le terrain.
Voilà. Et c'est de là que nous est venue l'idée, comment faire pour regarder de manière large le phénomène de l'appropriation des masques. Et on s'est dit, eh bien, on peut peut-être solliciter des témoignages puisqu'on ne pouvait pas se déplacer. Donc, alors là, juste quelques principes un petit peu sur la manière dont on a conçu les choses. D'abord, notre démarche, ce n'était pas comme Graber pour confirmer des thèses préalables, c'était au contraire, puisque c'était un objet nouveau qui surgissait dans l'espace social, d'avoir une vision la plus ouverte possible. Donc plus exploratoire que confirmatoire. D'où l'idée, en fait, de changer de méthode, parce que c'est une enquête large, comme on le verra à grande échelle, mais qui ne repose pas sur des questions, parce qu'en fait, on ne sait pas comment les gens l'abordent, qu'est-ce qui pour eux est important, est-ce qu'ils ont un point de vue politique, est-ce qu'au contraire c'est que des questions pratiques qui dominent. Et donc nos démarches, c'est d'inviter les gens à nous dire ce qu'ils veulent en fait. Hein. Donc c'est pour ça qu'on joue un petit peu sur les mots, on n'utilise pas un questionnaire, on utilise un invitiaire, c'est-à-dire c'est un appel qui propose aux gens de nous parler de leur expérience du masque en ouvrant au maximum, en disant vous pouvez dire tout ce que vous voulez, c'est le bienvenu. Et ensuite, bien sûr, on cherche à, une fois qu'on a recueilli ces données, à retracer tous les sens qui ont été donnés sans exclusive. Alors, l'une des innovations qu'on a fait, souvent, les témoignages, comme c'est des récits écrits, que les gens nous livrent eux-mêmes, c'est très souvent du matériau très qualitatif. Nous, on a quand même profité pour se dire, mais il peut y avoir des variables derrière, c'est-à-dire on aimerait bien savoir est-ce que les femmes racontent leur expérience de témoignage de la même manière que les hommes, ou est-ce qu'elles abordent les mêmes thèmes, pareil pour les jeunes, les vieux, selon qu'on est à l'époque, selon qu'on est confiné ou qu'on est au travail, etc. Et donc, à la fin, on a mis des éléments, un tout petit questionnaire sociodémographique en demandant des variables classiques. Et donc, on a pu, vous le verrez, combiner en fait ce que nous disent les gens et des analyses finalement qui se prêtent aussi à des statistiques. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on arrive à collecter ces témoignages? On peut pas le faire, enfin, on peut le faire directement. D'ailleurs, on a un petit peu essayé au début en mobilisant nos réseaux de diffuser un appel par email, mais très vite on s'est dit on aura des résultats plus larges en sollicitant des quotidiens. Donc on a sollicité des quotidiens régionaux. Bon, alors on pourrait se dire c'est parce que les grands quotidiens nationaux ne nous ont pas répondu, mais c'est aussi parce que les quotidiens régionaux sont proches souvent de la vie locale, de l'expérience concrète, n'abordent pas les choses de manière intellectuelle ou générale, c'est lu par un beaucoup plus large public, et donc ces journaux sont finalement plus adaptés à ce type d'enquête. Et là, la carte que vous voyez, sans rentrer dans le détail, mais on voit très bien que les journaux qui nous ont aidés, en fait, entraînent une surreprésentation locale de leur bassin de lectorat. Hein. Mais quand même, on a couvert toute la France, hein, et on a recueilli plusieurs milliers en fait, hein, de témoignages, et on l'a fait en 3 vagues. C'est-à-dire, au début, on a lancé un appel à témoignages à cheval sur les mois de mars-avril 2020, donc en plein cœur du premier confinement. Et puis ça a super bien marché, on a été très étonnés, on a été très contents parce que c'était un risque qu'on avait pris. Et donc, en fait, ultérieurement, on a reconduit l'enquête pendant le déconfinement et puis ensuite à la rentrée. Alors, vous voyez que le nombre s'est amenuisé, mais il ne faut pas du tout en déduire c'est difficile à interpréter, ce n'est pas forcément un déclin de l'intérêt des personnes pour la question des masques, c'est plus parfois un désintérêt des journaux eux-mêmes qui placent notre appel moins bien dans leur page ou sur leur site. Voilà, donc, et c'est variable aussi selon les quotidiens qui nous ont aidés, c'est parfois monté dans certains cas. Voilà. Mais après, de manière générale, ça c'est un point qu'on pourra discuter tout à l'heure, parce que nous on fait la pub pour la méthode, mais ça marche dans des circonstances très favorables. À cette époque, voilà, c'était un objet nouveau, la presse s'y intéressait, elle a très bien relayé notre enquête, et sur il est
possible qu'il faille utiliser d'autres stratégies pour des thématiques plus courantes, etc. Voilà, nous, on a eu de la chance. Donc là, vous voyez simplement, mais je passe très très vite, on a utilisé une plateforme électronique qui s'appelle l'AM Survey, c'est-à-dire que les journaux pointaient vers cette plateforme où on présentait un petit peu mieux notre enquête et ensuite on basculait sur l'appel à témoignage en cliquant sur le bouton vert suivant. Et sur le suivant, c'était par exemple un exemple de consigne lors de la troisième vague d'enquête, c'est parlez-nous librement des masques. Par exemple, juste pour que les gens ne soient pas complètement décontenancés, racontez-nous vos expériences personnelles, dites-nous ce que vous avez observé, faites-nous part de votre avis, dites-nous comment ces expériences, observations et avis ont évolué au fil du temps. Et vous voyez, enfin, ce n'est pas vraiment des questions qui ferment, c'est pour ouvrir et faciliter le partage. Et donc là, on voit enfin un détail sur le type de retour qu'on a eu. Donc, j'ai donné les effectifs globaux. Ici, j'ai souligné quelques points qui montrent que certaines catégories de la population sont sous-représentées, notamment les ouvriers, par exemple. Puisque vous voyez dans la population française, les ouvriers, c'est 11%, et dans le cas des appels à témoignages, c'est 2 ou 1%. Donc, les ouvriers sont quasiment absents. À l'inverse, d'autres sont surreprésentés, comme les cadres et les professions intellectuelles supérieures. Donc, il faut avoir ça présent à l'esprit quand on analyse les données, parce qu'il y a une forme de distorsion. Mais en même temps, c'est très représentatif sur les autres catégories, y compris les artisans et chefs d'entreprise ou les employés. Donc, ce n'est pas si tordu que ça. Voilà. Tu peux passer au suivant et je te rends la parole. Voilà, donc on s'est posé la question donc au fil de nos pérégrinations, finalement, qu'est-ce qu'on arrive à obtenir du point de vue de la nature du matériau en procédant ainsi, en lançant des appels à témoignages. Et on en arrive en fait à une typologie assez binaire, mais que je vais un petit peu vous développer. Principalement, en fait, nous obtenons des opinions et des récits. Donc, des opinions qui peuvent, si on développe un petit peu les sous-catégories, qui peuvent être juste des témoignages laconiques, c'est-à-dire des témoignages extrêmement courts, insupportables, RAS, jamais sans mon masque, ce type de choses. Ça peut être aussi des expressions plus développées d'opinion. Je vais vous en lire peut-être une d'entre elles pour illustrer le propos et pour un petit peu donner à voir des résultats. Voilà, quelqu'un qui nous dit « Je pense que c'était le choix du gouvernement d'envoyer les électeurs aux urnes. Il fallait une masse de personnes infectées et assez rapidement afin qu'on en finisse le plus rapidement possible. » Donc Annie, 66 ans, retraitée Loiret. Donc là, on est typiquement dans l'expression d'une opinion. Et finalement, on pourrait comparer ces opinions et la manière dont elles s'expriment avec des genres proches, donc qui seraient ici le tag, le tweet ou le billet d'humeur. Ensuite, eh bien, cette méthodologie, en tout cas telle qu'on l'a utilisée, permet d'obtenir des récits d'usage, donc des personnes qui nous racontent comment elles ont pu obtenir les masques, comment elles se sont familiarisées, comment elles ont domestiqué cet objet. Donc là aussi, je vais vous lire un exemple. Voilà, donc là, des récits d'approvisionnement. La première semaine du confinement, le premier jour de travail, j'ai eu 2 masques chirurgicaux par une patiente qui en avait chez elle. Donc, j'ai commencé ma tournée sans rien. Sachant que les pharmacies n'en avaient pas, ma mère est venue chez nous le soir avec 2 masques chirurgicaux. Sa voisine a un cancer et lui avait donné 2 masques. J'ai continué à faire le tour des pharmacies sans succès. J'ai alors demandé à ma mère de faire des masques en tissu comme au CHU de Grenoble, extrêmement cité à un moment donné. Le mardi, mon mari plombier a trouvé des masques dont il se sert, FFP2 et FFP3, et m'en a donné 6. Le mardi soir, j'ai croisé une amie kiné qui n'avait plus le droit d'exercer et qui m'a donné 10 masques chirurgicaux. J'étais un peu rassuré d'avoir de quoi me protéger, mais je portais un masque chirurgical sur ma journée de travail et non sur 4 heures. Voilà, donc toute une série d'éléments pour raconter comment l'on fait avec ces masques et avec finalement moins de masques que l'on aurait souhaité.
Donc là, typiquement, on est dans un récit d'usage. Beaucoup de choses aussi de ce type-là, des récits de situations auxquelles on a assisté, auxquelles on a participé. Alors, dans les entretiens semi-directifs, souvent, on a parfois les enquêtés font des dialogues imaginaires, c'est-à-dire qu'ils se mettent en scène en eh bien, réfutant un tiers, etc. Là, on a des choses de ce type un petit peu différentes, mais vous allez voir, tout à fait intéressant. Un agent de la mairie en charge du nettoyage dans ma rue, à qui j'ai demandé où il avait trouvé son masque FFP2, il a été surpris dans un premier temps par ma question, puis très directement m'a dit que sa femme travaillait à l'hôpital. Et donc, voilà. Donc là, vous voyez, on était dans une phase où il n'y avait que peu de masques. Et donc, il y avait une interrogation lancinante et qu'on a retrouvée surtout dans la première vague de nos témoignages, où les témoins se demandaient mais d'où viennent ces masques que les gens portent. Voilà, donc là, on nous raconte quelque chose auquel on a participé, et parfois, ce sont des événements auxquels on a assisté et qui concernent les masques. Voilà. Des récits d'experts aussi, où là, eh bien, on met en avant sa profession, un pharmacien, par exemple, comme, si vous voulez, sur un promontoire pour mieux voir ou voir un petit peu d'en haut le phénomène dont il est question. Donc là, on serait dans le registre de la chronique et de la brève. Voilà, je repasse la parole à Franck et je remets le mode diaporama. Voilà, donc là, bon, là, je ne vais pas commander cette slide. On observe simplement que la longueur, en fait, c'est le nombre de mots de chacun, le nombre de caractères, pardon, de chacun des témoignages selon les moments auxquels on a interrogé les gens, et on voit que c'est variable en fait. Donc il y a un intérêt beaucoup plus vif et beaucoup plus fort au premier, mais qu'on voit que la distribution est très inégale. C'est une loi de Poisson, et donc on a des témoignages très très courts et plus faible partie de ces témoignages très longs, mais certains font 7 ou 8 pages. Voilà, tu peux passer au suivant. Voilà, donc, par contre, ce qui vous intéressera peut-être davantage, c'est de voir comment on peut traiter ces données et aussi, surtout, quels résultats on peut produire. Alors, comme ce sont des données qualitatives, comme vous l'ont montré les extraits lus par Gérald, des données qualitatives, on peut bien sûr faire un traitement qualitatif. Un des points, la première contribution qu'on a faite, c'était de répondre à cette question qu'a évoquée Gérald en disant il y a vraiment ce mystère en fait. Les gens étaient démunis, je ne sais pas si vous vous souvenez, avaient extrêmement peur, on nettoyait les poignées de porte, etc. Donc les gens avaient peur de sortir dehors et personne n'avait de masque. Par contre, on en voyait quelques-uns dans les queues devant les magasins et c'était très contradictoire entre le discours « il n'y en a pas pour l'hôpital » et on voit des masques chirurgicaux dans la rue. Et ce matériau est fantastique en fait pour explorer cette question, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous racontent comment ils se sont procurés les masques et on peut lister ces choses-là et aussi on peut inventer certains fantasmes. Et donc c'était même utile d'un point de vue politique à l'époque, parce qu'il y avait des discours dans la presse qui disaient mais c'est des détournements, c'est des vols, etc. Alors qu'en fait les explications étaient beaucoup plus simples. Il y avait des gens qui avaient des amis en Asie qui leur avaient envoyé des masques. Il y avait une forme d'altruisme familial, c'est-à-dire que ceux qui travaillaient dans le secteur hospitalier en donnaient un peu autour d'eux. Il y avait plein de vieux masques qui étaient des masques pour la poussière, pour les travaux de bricolage. Enfin, plein d'explications très simples en fait sur l'origine des masques qu'on voyait dans l'espace public, et rien de très scandaleux. Donc ça, c'est pour le traitement qualitatif. Et comme en même temps, nos données sont qualitatives, mais c'est des données qualitatives de masse, eh bien, on peut utiliser des méthodes mixtes, c'est-à-dire qui combinent le quanti et le quali. Donc, on a utilisé de deux types. L'une qui consiste à utiliser des logiciels spécialisés qui sont capables de lire et de dégager automatiquement un certain nombre de caractéristiques du corpus. Donc ça, c'est la textométrie. Et puis, une autre méthode employée par des collègues à Toulouse, qui est initiée par mon collègue Michel Grossetti, qu'on appelle des narrations quantifiées, c'est-à-dire qui consiste à coder manuellement en fait l'occurrence de certains items qu'on rencontre dans des matériaux qualitatifs, et ça permet d'avoir un certain sens des proportions. Donc, voilà. Donc, pour la textométrie, donc, voilà ce que ça donne. Alors,
Donc là, la diapositive que vous voyez, c'est une caractérisation des thèmes qui sont abordés dans nos 3 séries de témoignages. Vous voyez, les colonnes, c'est confinement, déconfinement, rentrée. Et à gauche, on a la liste des thèmes qui ont été automatiquement dégagés par le logiciel et aussi leurs proportions. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est plus l'évolution de la part que prennent chacun de ces thèmes que les thèmes eux-mêmes, parce que les thèmes eux-mêmes, même s'ils sont dégagés par le logiciel, sont des thèmes assez prévisibles. Hein. Donc, on a 5 catégories. Ce que j'ai appelé confection, c'est fabriquer ses masques soi-même. Provision, c'est au sens anglais, en fait, de provision, c'est-à-dire se procurer. Hein. Et donc ça, c'était un thème très présent au début parce qu'il n'y avait pas de masque et comment on se débrouille pour en trouver quand même. Et puis après, d'autres thèmes plus de l'ordre de l'usage, avec l'utilisation, comment faire, quel est le bon, et là il y avait plein de jugements moraux sur le bon usage des masques, parce que d'autant plus quand ils étaient rares, on disait mais si les gens les tripotent ou s'ils les mettent sous le menton, ils sont gaspillés. Donc il y avait beaucoup de choses comme ça sur l'utilisation. Et puis une autre dimension qui est connexe, mais c'est l'interaction. Alors les problèmes de tout ce qui brouille la relation à l'autre, avec les problèmes de lunettes, de buée, de ne pas pouvoir parler, de ne pas voir le sourire, etc. Et puis un dernier thème qui est un thème plus politique, qui porte sur la contagion, la peur, le virus, le gouvernement, etc. Et vous voyez que au fil du temps, en fait, dans nos 3 vagues de témoignages, il y a eu des variations assez spectaculaires des thématiques qui sont abordées par nos témoins. L'une des plus spectaculaires, elle se trouve en haut, les zones grises, où vous voyez que fabriquer ces masques, c'est quelque chose qui a été d'abord très rapide, et c'est vrai que pendant la pénurie, très vite, le gouvernement a dit il faut favoriser des solutions alternatives. Puis les gens s'en sont saisis parce que ils l'expliquent très bien, ça leur permettait aux personnes qui étaient confinées, qui culpabilisaient un peu par rapport à tous ceux qui étaient au travail, à l'hôpital, etc. Ça permettait de contribuer à la gestion de la crise sanitaire. Vous voyez, cette espèce, on applaudissait les gens le soir, mais en même temps, c'était bien aussi de faire soi-même quelque chose. Et donc, faire ces masques, ça a aussi un rôle de rassurance sociale, c'est pas simplement pour se protéger, et ça se traduit par beaucoup de dons, c'est-à-dire les masques, on les fait pour soi et on les fait pour les autres, et ça a beaucoup été présent lors du confinement et du déconfinement, mais ce qui est tout aussi spectaculaire, c'est la quasi-disparition en fait de cette pratique après l'été, où la thématique disparaît dès que les masques chirurgicaux vendus dans le commerce reviennent, ce qui pose des questions, par exemple, sur beaucoup ont cru que cette pratique, ça relevait d'une économie circulaire, attentive aussi au caractère lavable, recyclable, etc. Et les gens, en fait, font très peu de distinction entre les types de masques, et dès qu'ils ont des masques qu'on peut acheter et jeter facilement, ils abandonnent la pratique de fabriquer les masques eux-mêmes. Bon, pareil un peu pour se les procurer, hein, puisque ça suit l'évolution du marché. Les dimensions d'usage ont tendance à croître continuellement dans le temps, hein, parce qu'on acquiert de l'expérience, et plus on a d'expérience, plus on a des choses à raconter sur l'usage des masques. Et aussi une chose qui est très forte, qui monte, c'est l'agacement. Et il y a eu beaucoup de discussions dans la presse sur prise en compte du masque comme si c'était une abstraction, et ce qu'il y a des anti-masques, etc. Mais nous, ce qu'on observe, c'est que s'il y a des récriminations contre le masque, c'est pas, les récriminations les plus fortes ne sont pas des rejets en bloc pour ou contre le masque. C'est de dire c'est quand même emmerdant, dès qu'il fait plus chaud, c'est insupportable. Voilà. Et donc, il y a de l'agacement qui monte, et on le voit très bien. Et ensuite, sur la dimension politique, ce qu'on observe, c'est qu'elle suit une courbe en U. Elle a été très forte. Il y avait beaucoup de nervosité au début de la crise. Ça revient à la rentrée.
ça s'est apaisé pendant l'été, alors parce que les contraintes sanitaires se sont relâchées, mais aussi parce que le fait d'avoir pu soi-même faire ses masques, par exemple, a calmé les gens par rapport à la pénurie. Pour l'approche qui concerne la narration quantifiée, on s'est intéressé à, on a mis des guillemets parce qu'on n'est pas là pour dire que le gouvernement a menti ou non, mais il y a eu une évolution de la position en fait des autorités publiques sur le masque. Au départ, qui a plutôt consisté à dire c'est une ressource rare qui peut être remplacée par des gestes barrières en situation de pénurie et qu'il faut réserver en priorité aux patients. Et puis, assez rapidement, il y a eu des évolutions générales en fait qui ont fait que le discours des autorités publiques a évolué et a consisté à préconiser le port du masque en population générale. Donc, nous, on a fait notre enquête, elle est double. Elle a consisté à caractériser l'évolution du discours du gouvernement d'un côté pour essayer de voir sur quoi elle s'appuyait, parce qu'un gouvernement, ça travaille avec des experts, des commissions, des notes, etc. Et puis, de l'autre côté, comment les personnes ont réagi ça. Et c'est vrai que la population était très indignée, s'est beaucoup plainte de ce qui apparaissait comme un revirement, un manque de cohérence, dire n'importe quoi, tout et son contraire et du mensonge. Donc, tu peux avancer, voilà. Donc, grosso modo, très schématiquement, l'évolution du discours, c'est que en noir, là, les points en noir, c'est, on voit bien, la porte-parole, elle a dit, les masques ne sont pas, enfin, il y a une longue citation, les masques ne sont pas nécessaires pour tout le monde, ce qui a été retraduit par la population comme les masques sont inutiles, hein, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et puis, Édouard Philippe, qui un jour plus tard dit il faut trouver des alternatives aux masques chirurgicaux, donc c'était voilà, pour essayer de gérer la pénurie. Et en fin de... au moment où nous, on démarre nos témoignages, vous le voyez en bas, Jérôme Salomon dit « Nous encourageons le grand public, s'il le souhaite, à porter des masques alternatifs. » Voilà. Donc, vous voyez l'évolution. D'un côté, les masques ne sont pas nécessaires pour tout le monde, et on bascule sur « Nous encourageons le grand public, s'il le souhaite, à porter, même s'il y a une prudence, tout ça a été interprété comme un basculement radical. Et ce qui explique le passage de l'un à l'autre, c'est toute une série d'évolutions, notamment au niveau international, avec l'OMS qui, au départ, disait, même jusque bien après les premières positions du gouvernement, qu'il n'y avait pas de preuve de bénéfice et que ça donnait un faux sentiment de sécurité, hein, alors qu'autour du 2 et 3 avril, il y a eu un article qui a été publié dans Nature qui dit que le masque réduit la quantité de virus dans l'expiré. Donc ça, vraiment, cette publication a marqué une évolution, c'est-à-dire des sortes de preuves scientifiques sur l'efficacité des masques et qui ont été aussi anticipées par l'Académie nationale de médecine en France, qui a dit le port du masque pour tous comme complément aux gestes barrières doit être préconisé, etc. Donc, vous voyez, ça suit aussi l'état des connaissances dans une situation de grande incertitude. Du côté des témoins, en fait, on a beaucoup de prises de position très indignées. Et l'une des manières de résumer ça, c'est de dire ce qui motive cette indignation, c'est un sentiment d'avoir été mis en danger. Hein. Et on pourrait résumer une analogie avec Tchernobyl. Parce que, vous vous souvenez, avec Tchernobyl, le gouvernement disait une chose, mais le nuage, il se moquait des frontières. Ça ne s'arrêtait pas. Ce n'est pas parce qu'on dit en France qu'il n'y a pas de nuage que le nuage ne vient pas chez nous. Et là, c'était pareil. Ce n'est pas parce qu'en France, on avait un discours qui disait les masques ne sont pas forcément utiles si... ailleurs, en fait, il n'y avait pas d'usage plus large du masque. Et donc, cette espèce de truc de regarder au-delà des frontières, ça a entraîné ce sentiment de on nous prend pour des prunes, quoi. Donc, vous voyez, pour moi, c'était hallucinant d'entendre que cela ne servait à rien. J'ai argumenté la Corée, la Thaïlande, moins de cas chez eux, et ils portent tous le masque. Voilà. Par exemple, voilà un exemple. Où le deuxième effet de Tchernobyl, c'est
vous savez, à Tchernobyl, on a envoyé des gens sans protection pour circonscrire l'incendie. On les appelait les liquidateurs. Ces gens-là ont été envoyés à une mort certaine. Alors, évidemment, il faut proportion garder. Hein. Les gens qu'on a mis au travail pendant la crise sanitaire ne suivaient pas les mêmes risques que ceux qui étaient envoyés à Tchernobyl, mais c'est le mécanisme est le même. Hein, vous voyez, qu'on nous donne enfin la marche à suivre pour en acquérir les masques. Lorsque je vais faire des courses tout seul, pas de masque. Et dans l'enseigne, certains clients en ont, d'autres non, mais les caissières, oui. C'est ce genre de truc, on nous envoie tout nus au casse-pipe. Voilà. Ce qui explique cette espèce d'émoi. Hein. Voilà. Et donc, à partir de là, on peut faire une analyse de narration quantifiée, comme je voulais signaler. Vous voyez, par exemple, là, on croise l'évocation du mensonge, parce que, je vous dis, ce qui est bien, c'est de faire la part des choses. Les gens nous rapportent leur expérience du masque, et parmi tous les récits qu'on recueille, combien évoquent ce mensonge? Donc, en fait, on voit que d'abord, vous voyez sur les chiffres bruts, c'est une petite portion de la population qui évoque ce mensonge, mais ça se diffracte différemment selon les catégories professionnelles. Et donc, si j'oppose les retraités d'un côté et les autres de l'autre, c'est-à-dire soit ceux qui ne sont pas retraités, en fait, et qui sont soit en emploi, soit sans emploi, on voit que ça varie du simple au double. Hein. Et donc, c'est intéressant de voir que les retraités sont surreprésentés, peut-être parce que ce sont des personnes qui craignent davantage pour leur santé, par exemple. Hein. Et de même, on a une forme de différenciation dans le positionnement par rapport au mensonge entre les hommes et les femmes. Ce sont surtout des hommes. Et ça montre l'appréhension des hommes et des femmes par rapport au port du masque est très différente. Et en fait, on s'aperçoit que les femmes, alors c'est des inégalités, hein, ça tient à des inégalités de genre, ce que d'autres pourraient appeler des mécanismes de domination aussi, qui fait les femmes sont toujours plus proches du quotidien, du foyer, des autres. Et les hommes prennent le masque d'une manière beaucoup plus large d'un point de vue, vous voyez, politique, citoyen, et beaucoup moins comme quelque chose qu'on gère au quotidien. Voilà. Voilà. Et donc, je cède la parole à Gérald pour conclure. Ok, donc on en arrive eh bien, à la fin de cette présentation pour évoquer avec vous et puis mettre ça à la discussion, quoi. Les forces et les limites, c'est un petit peu qu'on peut voir à l'intérieur de cette méthode. D'abord, les forces qu'on a vues, bon, de par notre expérience avec les masques, ça a été d'avoir la chance de mobiliser rapidement des témoins sur des sujets chauds. Et on pense que c'est reproductible, entre guillemets, sur d'autres sujets chauds qui suscitent l'émoi, qui sont accompagnés de polémiques, etc. Et mobiliser rapidement parce que, comme l'a expliqué Franck, nous sommes passés par des quotidiens locaux, par le biais de leur site internet plus particulièrement. Et donc, c'est assez grisant. Hein. On a bénéficié en quelque mesure de l'immédiateté du numérique. Et en quelques jours, en fait, on a vu les compteurs s'affoler, particulièrement lors de la première vague de témoignages recueillis. Donc, ça arrive en quelques jours, ça arrive très vite. Comme on ne savait pas à quoi s'attendre, voilà, il y avait ce côté grisant. Et ça s'affaisse aussi très, très rapidement. Donc, ça se joue sur peut-être 48, 72 heures quand ça marche. Mais en tout cas, voilà, ça peut permettre de mobiliser rapidement des témoins sur des sujets chauds. Ça donne la parole aussi, cette méthodologie, sur la base du volontariat. C'est une méthodologie qui fonctionne finalement sur le principe du qui souhaite témoigne et répondent finalement ceux qui se sentent concernés. Voilà. Le lien est ténu aussi avec l'enquêteur. L'enquêteur ou les enquêteurs ne sont pas en face des témoins, ce qui permet aussi d'éviter les biais de désirabilité sociale, par exemple, qu'on peut voir à l'œuvre lors d'entretiens. Ensuite, bon, ça a été dit, hein, c'est une méthodologie
qui a une forme d'hybridité, quoi, hein, c'est-à-dire qui permet de recueillir des données qualitatives, des discours, mais en masse, et qui donc peut donner lieu à des types de traitements multiples. On a des discours, on a des mots, mais eh bien, cela peut donner lieu à des quantifications. C'est une méthode mixte finalement en tant que telle, et comme en tout cas nous l'avons expérimenté, il y a une possibilité de ne pas être uniquement sur un coup de sonde, mais de rééditer finalement plusieurs appels à témoignages, en l'occurrence pour nous, dans des périodes qui nous paraissaient charnières, hein. Donc, en plein cœur du confinement, au début du premier déconfinement et lors de la rentrée scolaire qui avait suivi. Voilà, donc nous, voilà, on est assez enthousiaste par rapport à cette méthode, au sens où elle est peu employée, mais pour nous, elle demanderait à l'être davantage. Parce que finalement, le lexique des méthodologies en sciences sociales et en particulier en sociologie est assez restreint. Donc, pourquoi pas eh bien, aller dans cette voie. C'est une méthodologie qui aussi recèle un certain nombre de limites et qui pose toute une série de difficultés. D'abord, la représentativité eh bien, que l'on peut en attendre et qu'on peut obtenir, elle est particulière. Bien évidemment, on n'a pas d'échantillonnage préalable comme lorsqu'on fait un questionnaire. Pour ce qui nous concerne, comme l'a expliqué Franck, on arrive à une représentativité avec certains décalages, hein, avec par exemple l'échantillonnage de l'INSEE, mais on arrive a posteriori à une certaine représentativité. On peut aussi, donc là, on émet un certain nombre de critiques par rapport à cette méthodologie des appels à témoignages, mais il y a beaucoup de choses qui restent sous le tapis, hein, avec les méthodologies qu'on utilise fréquemment. Par exemple, et c'est un certain Pierre Bourdieu qui l'avait dit, les questionnaires, en fait, consistent souvent à faire en sorte qu'on oblige des personnes à répondre à des questions qui ne se posent pas. Là, pour le coup, on évite totalement ce biais-là. Ensuite, ce qu'on peut voir comme difficulté, il y a un irréalisme social quelque part d'expression isolée. Le témoignage, en tout cas l'appel à témoignage tel qu'on l'a pratiqué là, donc, eh bien, amène la scène suivante, c'est-à-dire un individu particulier devant son écran ou sur son smartphone, ce qui du reste n'est pas tout à fait pareil. C'est une situation sociale finalement assez rare, hein, voilà, l'isoloir, on est seul comme ça. Mais bon, la vie sociale ne se déroule pas comme ça. Il n'y a pas de délibération, hein, puisque les personnes ne discutent pas ensemble, comme ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Mais là aussi, on aura envie de relativiser la critique, puisque rien ne dit, par exemple, que eh bien, nos témoins n'étaient pas deux, trois, pour répondre à nos invitations. Bien évidemment aussi, sur les réseaux sociaux, les gens discutent ensemble, mais il y a des phénomènes d'influence, de consensus qui se créent ou de prime à la radicalité. Voilà. Ça, c'était pour le deuxième point. Un troisième point, une des limites éthiques, j'ai envie de dire, de la méthode, hein, c'est qu'il y a une impossibilité de rendre compte et de rendre justice, on pourrait dire, à tous les témoignages et à leur richesse. On fait forcément eh bien, des sélections, hein, donc ce qui pose un problème, surtout si on veut en faire une méthodologie voilà, tournée vers l'action, vers la recherche-action, pourquoi pas. Il y a eu une prime quand même, si on regarde l'ensemble de notre matériau, à une expression tribunicienne. Alors, pas forcément toujours des personnes enragées ou, entre guillemets, hein, ou qui sombraient dans des extrêmes comme le complotisme. On n'a pas eu trop ça, finalement. Simplement, le mode d'expression et voilà, le mode d'administration, on a envie de dire, de cette méthodologie, eh bien, a engendré une recherche souvent de paroles choc, quoi, une expression, on pourrait dire, exagérative,
volonté d'être percutant dans les propos, même s'il y a eu aussi des témoignages extrêmement longs. Et là, bon, contrairement à ce qu'on peut avoir dans un entretien semi-directif où on voit les personnes, et on ne peut pas contrôler, par exemple, l'expression faciale de celui qui écrit et si vous voulez, faire un lien entre l'expression visuelle que renvoie la personne et ce qu'il écrit. Dernier point de limite, c'est que on s'en rend compte, hein, on a collecté un matériau éminemment périssable, hein, c'est-à-dire que même d'une vague à l'autre, des choses étaient dites et devenaient caduques très vite. Hein. Bon, ça c'est un petit peu le lot de toute l'histoire de cette crise. Hein. On voyait parfois des comportements émerger, notamment des comportements d'évitement dans l'espace public, de nos congénères, et puis petit à petit, il y a eu des formes de régulation. Là, voilà, il y a eu des éléments qui ont été énoncés et puis qui se sont avérés caducs. Mais là encore, est-ce véritablement une limite rédhibitoire ou quelque chose de vraiment problématique? C'est intéressant justement de faire la micro-histoire de séquences particulières, brèves, justement pour en garder mémoire et pour pouvoir témoigner à notre tour de généalogie et de continuité ou de rupture dans les comportements, dans les sujets évoqués, etc. Voilà. Donc, c'est ce qu'on voulait dire sur les forces et limites de la méthode. Et en conclusion, alors bon, à voir, à discuter, quoi. On peut considérer qu'on a là une méthodologie particulièrement adéquate et pertinente en temps de crise, hein, comme on l'a dit, sur des sujets de préoccupations intenses qui suscitent de l'anxiété, des controverses, etc. On voulait mettre aussi, pour terminer, eh bien, l'accent une dernière fois sur cette idée cette opportunité de pouvoir collecter des données qualitatives de masse, hein, et donner lieu finalement, ce qui peut donner lieu à des traitements à la fois qualitatifs et quantitatifs. C'est ce qu'on a essayé de développer, hein, ce que Franck a développé. Et aussi, on a quelque part en germe une méthodologie participative particulière. Alors nous, on ne l'a pas totalement employée comme ça, mais si vous voulez, par exemple, si les journaux locaux, alors je pense à Nice Matin, s'ils ont relayé de manière extrêmement, aidante nos appels, c'est parce que ça résonnait avec ce qu'eux, ils appelaient le journalisme de solution, quoi. C'est-à-dire le fait que des personnes, des citoyens s'emparent des problèmes pour eh bien, y trouver des solutions. Donc, c'est une méthodologie qui peut aussi avoir cette vocation d'être délibérative, participative dans une période de crise de la démocratie en créant des arènes temporaires finalement d'expression qui peuvent tout à fait eh bien, être analysées et être mis en exergue auprès de pouvoirs publics. Voilà. Et pour terminer, un dernier point, on n'est pas en train de dire que cette méthodologie doit se substituer aux autres. Au contraire, hein, c'est plutôt l'idée de la rajouter au lexique des méthodologies à la fois qualitatives et quantitatives en sciences humaines et sociales pour faire l'objet d'articulations, de compléments, voilà, pour représenter une partie d'un tout. On peut tout à fait utiliser cette méthodologie en complément d'une campagne d'entretien semi-directif. On peut tout à fait utiliser cette méthode, et ça a été dit par Franck, avec d'autres types de matériaux comme eh bien, des revues de presse sur les déclarations du gouvernement au sujet de l'utilité ou l'inutilité des masques, en épluchant de la même façon eh bien, les déclarations et les avis des sociétés savantes sur la question, voilà, de manière à mettre en parallèle ce que disent des témoins à un temps T sur eh bien, ce sujet, en l'occurrence, ce qu'on appelait du mensonge, entre guillemets. Voilà. Donc, on a terminé. On vous remercie pour votre attention. Et puis, on fait un petit peu de pub au sens où eh bien, cette aventure a donné lieu notamment à un livre qui va paraître, on espère, en 2022, qui s'intitule donc L'appel à témoignage, une méthode pour les sciences humaines et sociales. Voilà, merci de votre attention.
tous les deux. On a un petit peu de temps pour répondre aux questions des participants à qui nous allons maintenant donner la parole. Donc, si vous voulez bien lever la main ou prendre même la parole en direct, il n'y a pas de problème. On se garde un quart d'heure, 20 minutes pour répondre aux questions. Bonjour, merci. Enfin, bonjour à tous ceux qui étaient arrivés. Merci beaucoup, c'était hyper intéressant. Du coup, moi, j'avais deux questions. Alors, vous les avez un peu abordées dans les réponses, mais je voudrais un peu les reposer. Sur la finalité de l'étude de votre côté, de ce que j'ai bien compris, vous n'avez pas émis des hypothèses initiales, mais justement, vous voulez laisser parler des gens. Mais ma question à moi, c'est de savoir justement, est-ce que vous avez une idée un peu de valoriser ces résultats auprès des décideurs publics pour justement, enfin, je ne sais pas si ça a été... comment vous le mettez en place justement pour mettre en parallèle ce que vous évoquiez sur comment ont été perçues les décisions des politiques publiques et du coup ce retour auprès de quels décideurs est-ce que vous allez le faire et comment. Et je me posais aussi la question, parmi les gens qui ont témoigné, vous aviez évoqué notamment des gens qui ont fait 7 à 8 pages de témoignages, de pharmaciens ou d'autres, est-ce qu'eux, ils ont exprimé des besoins justement de faire remonter leur perception, leur colère, enfin, voilà, un peu en lien aussi sur cette valorisation des résultats. Et deuxième question, sur le plan méthodologique, vous évoquiez la sélection des témoignages. Je voulais savoir du coup sur quelle base. Voilà, je ne suis pas sociologue de formation, donc ça m'intéresse comme question méthodologique. En tout cas, merci beaucoup. Je peux commencer, puis je complète. Oui, enfin, alors après, notre démarche, ce n'est pas tellement une démarche de recherche-action au départ, parce que notre idée, c'était plus de saisir l'irruption de l'objet dans le monde social. Par contre, très vite, en fait, je pense que ça donne des éléments qui peuvent être utiles pour les décideurs, mais parfois sur un registre indirect. Par exemple, tout à l'heure, j'ai évoqué la question du d'où viennent les masques. Je pense qu'il y avait une dimension très utile de publier très rapidement nos résultats parce que, comme je l'ai dit, ça a éventé des fantasmes. Donc, il y avait une contribution positive, en fait, vous voyez, c'était descriptif, c'est-à-dire d'inventorier, en fait, les mécanismes qui faisaient que les gens se procuraient des masques et donc ça permettait de remettre à leur place les gens de sol. Voilà, donc il y a un côté un peu engagé par rapport à ça. Sur la question de nourrir la décision politique, alors enfin, ça pose des questions qui relèvent de la communication, c'est-à-dire d'un côté, vous pouvez montrer que la prise de décision est complexe, qu'elle articule différents savoirs, etc. Et d'un autre côté, il y a vous vous exprimez dans l'espace public et vous êtes très rapidement inaudible parce que les gens retiennent 2 mots, 3 phrases. Et peut-être que les politiques devraient faire très attention, en fait, surtout sur des espaces temporels très courts, à ne pas modifier leur discours trop rapidement. Mais c'est très compliqué, hein, donc je veux dire, la décision leur appartient. Donc, et puis, vous aviez une question d'ordre, je ne sais plus, la troisième méthode. Sur la sélection des... Ah oui, comment parfois c'est très simple, en fait, c'est une sélection thématique, en fait. Hein. Par exemple, on a fait une enquête sur les masques faits maison, avec une préoccupation politique là derrière qui relève de la durabilité, en fait. Moi, mon intérêt personnel quand j'ai lancé cette étude, et j'ai très rapidement mobilisé mes collègues parce que c'était tellement mieux de le faire à plusieurs, mais ma préoccupation personnelle, c'était par rapport à une autre recherche où je m'intéressais aux produits d'hygiène jetables. Voilà. Pour moi, la crise du Covid, c'est affreux de le dire, mais a été plutôt une opportunité parce que le masque, c'est un produit d'hygiène jetable. Et pourtant, je travaillais sur les produits d'hygiène jetables, mais alors vraiment pas cela. Et ma préoccupation sur les produits d'hygiène jetables, c'était une préoccupation, par exemple, sur les produits d'hygiène féminine, qui sont des produits qui, historiquement, ont favorisé la cause des femmes, leur inscription dans la sphère professionnelle, etc., mais qui, en même temps, aujourd'hui, sont très largement dénoncés pour leur caractère polluant, par exemple. Et donc, les masques sont intéressants parce que on a vu beaucoup leurs préoccupations sanitaires. Et on a très longtemps négligé le fait que ça posait des problèmes environnementaux, notamment les masques chirurgicaux sont des masques en plastique, hein, c'est du polypropylène et les gens disent les masques en papier, hein, ils se trompent.
Voilà. Et donc, donc ça, c'est une thématique intéressante qui fait la plus ou moins grande sensibilité des gens à la question environnementale. Lorsque les gens font leur propre masque, est-ce qu'ils ont ça présent à l'esprit? Et donc, en fait, la manière dont on a sélectionné le matériau, c'est on a repéré tous les témoignages des personnes qui nous disaient avoir fabriqué leur masque eux-mêmes. Et c'est la thématique de départ, elle est très ouverte, c'est parlez-nous des masques. Donc, en fait, on ne préconstruit pas de quoi les gens vont nous parler, mais par contre, on peut très facilement sélectionner de manière très rigoureuse et systématique un sous-ensemble de témoignages qui portent sur cette thématique-là, les gens qui nous disent explicitement avoir fait un masque eux-mêmes. Et ça a un gros avantage, c'est que ça réduit, alors on le repère avec des procédures logicielles, et après, il y a des faux positifs, donc on nettoie la base et on a lu tous les témoignages, on les a tous codés. Donc, en fait, on a essayé d'être d'une rigueur, enfin, c'est embêtant de dire ça, mais on a essayé d'être irréprochable et de pas. Et donc, c'est pour ça que d'un certain point de vue, on s'en prend aussi un petit peu aux usages traditionnels, par exemple des entretiens en sociologie où les gens ont fait 20 entretiens, etc. Mais c'est toujours tellement facile de prendre 3-4 citations qui vont dans le sens que vous voulez. Et avec les narrations quantifiées, en fait, on peut qualifier la part que prend dans ces témoignages chaque type d'assertion, etc. Donc, vraiment, le truc, c'est que ce que voulait dire Gérald en disant ça pose des problèmes de sélection, c'est plus que, évidemment, quand vous mettez du verbatim, vous faites un tableau d'honneur et il y a des témoignages que vous ne montrerez pas. Voilà, c'est là qu'il y a un peu un effet de sélection arbitraire. Juste pour compléter, alors pour la boutade, peut-être que dans les jours qui viennent, nous allons être convoqués par la Cour de justice de la République pour à notre tour témoigner à partir de notre recherche, non, parce qu'effectivement, on retombe sur un des thèmes qu'on a traité du point de vue de la recherche, cette question de la polémique autour des déclarations gouvernementales. Pour être plus sérieux, nous, notre finalité, elle est avant tout une finalité de recherche et voilà, de production de connaissances avec une temporalité qui est celle de la recherche et qui peut se croiser en fait avec des intérêts journalistiques, notamment, ça a été beaucoup le cas au début, ça l'est moins aujourd'hui, mais aussi avec des préoccupations de l'ordre des politiques publiques. Assez tôt, on a vu poindre en fait le thème de l'usage et des difficultés d'usage de cet objet qui finalement n'est pas si simple qu'il n'y paraît. Beaucoup de témoignages autour des mésusages du masque et on a vu un retour de ça dans l'espace public au travers de prescriptions, etc. Peut-être qu'il y aurait eu une possible rencontre meilleure entre ces enjeux de politique publique et notre recherche. Les gens, en fait, de notre perception, voulaient faire remonter leur expérience, leur vécu, parfois leur colère, leur mécontentement, mais aussi s'exprimer tout simplement. C'est bête ce que je dis, mais d'avoir la possibilité de le faire, c'est pas toujours qu'on la laisse. Et parfois, il pouvait y avoir aussi un effet de connivence qui était créé au sens où il nous tendait des perches, comment il s'adressait à nous directement en tant que chercheurs qui cherchions à faire avancer la connaissance, et nous, en fait, à notre niveau, pour remercier nos témoins et aussi remercier les journaux locaux qui ont relayé notre appel. On a produit des papiers, en fait, à chaud, à l'aide des témoignages qu'on avait recueillis dans les 10 jours après la lancée des appels à témoignages, avec déjà les principaux résultats, et ça a été mis en avant sur les sites des journaux en question. Et puis, Franck a été très précis sur la manière dont on a sélectionné les témoignages, d'autant que c'est lui qui a beaucoup contribué à forger, si je puis dire, et à stabiliser la base de données. Juste un point aussi, on a fait des sélections populationnelles, c'est-à-dire qu'il nous est arrivé en fait d'isoler des populations, par exemple les soignants, pour observer ce qu'ils disaient et quand et comment ça avait évolué, etc. Voilà. Après, notre population qu'on a isolée aussi, c'est ceux qu'on appelle les premiers de corvée. Ça, on l'a fait au début. Vous savez, c'est les caissiers, les éboueurs, etc.
Et donc, en fait, évidemment, ces personnes, statistiquement, sont sous-représentées par rapport à leur place dans la population française. Mais une manière de corriger ça, en fait, c'était de zoomer, donc d'aller les chercher. Et là, on a fait un travail qui a consisté, il y avait je sais plus, une quarantaine de témoignages qu'on a tous lus très minutieusement et commentés. Et on a valorisé l'expérience de ces personnes avec des formes d'inversion qui étaient assez qui sont intéressantes d'un point de vue social, parce que ces personnes qu'on présente toujours comme des subordonnés, c'est-à-dire qui sont habitués à suivre des ordres, à obéir, à accomplir des tâches mécaniques, etc., se trouvaient démunis et ont fait preuve d'énormément d'initiative au début. Et donc, il y avait une inversion entre leurs encadrants qui étaient plutôt passifs et ces personnes qui se sont prises en charge, qui ont essayé d'aider leurs collègues, qui se sont mis à fabriquer des masques pour leurs collègues, etc. Donc, voilà une autre forme de sélection, mais c'est pas une sélection, enfin, c'est une sélection, c'est-à-dire on met zoom sur une population, mais on n'oublie personne dans cette population, donc c'est une procédure systématique. Merci. Merci. Nous avons une question de Madame Boucher-Fouillet. Nous vous donnons la parole. Bonjour, c'est peut-être des questions qui sont un peu, je ne sais pas si c'est à côté de la plaque. Ma première question, c'est quand vous faites ce type d'études, donc je ne suis pas du tout sociologue, hein, est-ce que vous en tirez quand même des conclusions, on pourrait dire, sur le comportement, les attitudes psychologiques des populations à partir de là, à partir justement des populations, des éléments de la population que vous avez sélectionnés en fonction de vos critères? Est-ce que ça vous permet après d'avoir une réflexion sur le comportement psychologique à la fois et des individus et des groupes? Et ma deuxième question, alors oui, incluse maintenant peut-être dans l'histoire du masque le fait des vaccinés, des non-vaccinés, donc les vaccinés qui effectivement portent moins le masque ou le portent d'une manière différente, hein, ça c'est peut-être quelque chose qui serait à voir. Et ma deuxième question, justement, ça serait, est-ce que vous comptez faire une enquête sur la question du vaccin en tant qu'élément qui est venu dans notre vie et qui évince, inclut ou évince une ou partie de la population? Voilà. Sur ce dernier point, pour l'instant, ce n'est pas au programme, mais c'est vraiment dommage. Et vous pointez l'un des points qu'on a signalé tout à l'heure en conclusion en disant que c'est des données qui sont très rapidement périssables et notre propre travail est périssable puisque ça change tout le temps. Et nous, on a beaucoup de données qu'on a recueillies à traiter, on a encore des choses à faire. Et donc, si on veut avancer notre programme, on ne peut pas sans arrêt, mais c'est un déchirement, hein, parce que le thème que vous évoquez, la masque et vaccination, vous pointez ça fait mal d'entendre ça parce que vous avez tellement raison, hein, en disant, voilà, c'est le nouvel angle d'attaque, en fait, pour réactualiser la question du masque, c'est de s'y intéresser en relation avec la vaccination. Et ça, on n'a rien entrepris là-dessus. Voilà. Donc, sur le premier point, sur les mécanismes qu'on a identifiés, il y a un mécanisme assez clair, en fait, qui est que, par exemple, les gens, ça valide, vous savez, la fable de, je ne sais pas si historiquement c'est vrai ou non, mais l'histoire de Parmentier, la pomme de terre, qui était Parmentier, c'était l'intendant du roi là, et il avait introduit l'usage la culture des pommes de terre, mais c'était juste une expérimentation dans son potager et il avait mis des gardes autour, mais qui s'éclipsaient la nuit. Et donc, en fait, comme ces gens se sont dit, oh là là, si c'est un truc du roi, qu'on met des gardes autour, ça, on a repéré ça, c'est-à-dire, en fait, la pénurie a été une chance pour l'usage du masque en France. Enfin, c'est évident, hein. C'est-à-dire, les gens ont tellement désiré cette chose auquel on ne pouvait pas accéder, dont on leur disait par ailleurs que c'était complètement inutile. Donc, voilà. Donc, il y a des mécanismes, on en a pointé quelques-uns. Il y en a une autre aussi qui a permis plutôt d'éventer une thèse qui se répandait beaucoup dans les médias. C'est tellement facile de dire, parce que cet objet est nouveau, qu'il nous prive de la relation à l'autre, qu'il cache notre sourire, que c'est terrible pour les relations sociales. Et nous, ce que notre enquête montre plutôt, c'est
une espèce malléabilité des personnes. Enfin, ils savent, enfin, les gens ne sont pas bêtes, ils savent pourquoi ils le portent. Ils se rendent compte très vite que, bon, d'accord, ça prive un peu, mais le sourire, ça se devine au coin des yeux, tout ça. Et donc, vous voyez, ce discours d'intellectuel, en fait, sur le masque, en fait, ne mord pas voilà. Et un point qu'on a vraiment... c'est un objet qui a été très vite apprivoisé, hein, parce que Gérald pointait du fait que les gens, parfois c'est tribunicien, il y a beaucoup d'expressions de mécontentement, de colère, etc. Mais ce qui domine quand même lorsqu'on lit nos témoignages, c'est l'extraordinaire présence du registre pratique. Les gens racontent comment ils se débrouillent, comment ça se passe, comment ils essayent d'éviter tel ou tel inconvénient, etc. Et ça a été peu couvert dans les médias. Voilà, donc un point que je peux signaler, et tu peux compléter. Ouais, non, pour compléter rapidement, on est témoin effectivement du côté de vouloir identifier des patterns psychologiques individuels. Ce qui nous est remonté à la figure, c'est ce que disait Franck, quoi, la question des pratiques en fait, et les pratiques bien évidemment d'usage du masque, de comment on se les procure, de confection aussi à un moment donné, des représentations évidemment, hein, ce que le sujet en fait et le thème évoqué, on a beaucoup de choses de ce type-là. Mais si on n'a pas des éléments de psychologie individuelle, en revanche, là ça renvoie presque à Durkheim, quoi. On a avec cette méthodologie, en tout cas telle qu'on l'a utilisée et telle que on peut en parler aujourd'hui, vraiment des éléments sur une ambiance sociale, quoi, une atmosphère collective, quoi, un tenté. Et donc là, on a vraiment des éléments là-dessus. Et oui, vous avez raison hein, il faudrait travailler maintenant sur l'usage du masque dès lors que la vaccination est très avancée et voir comment ça évolue avec les autres gestes barrières, etc. Ça, c'est vrai que ouais, ça demanderait à être mis sur le métier. Je vois qu'il y a deux questions dans le fil, l'une sur les enfants, l'autre sur les étudiants, donc sur les grands enfants. Alors, ce n'est pas des populations sur lesquelles on s'est intéressé, c'est aussi l'une des limites de l'enquête hein, et du mode de collecte qu'on a utilisé. Comme on vous l'a dit, les grands médias, c'est bien pour couvrir un large territoire et exposer l'enquête à beaucoup de monde. En même temps, il y a des limites qui est la nature du lectorat, en fait. Hein. Et les abonnés à Nice Matin, enfin, ce n'est pas forcément la population des étudiants. Donc, les jeunes sont peu représentés lorsqu'ils s'expriment. Ils s'expriment d'après ce que j'ai vu, une manière très adulte en fait. Ma mère m'a donné des masques parce qu'elle avait peur pour moi, etc. Mais enfin, c'est pas des discours très très juvéniles. Il faudrait regarder de plus près. Donc voilà, on ne s'est pas intéressé en particulier aux étudiants. Et c'est encore pire pour les enfants, c'est-à-dire donc on ne peut saisir que par les parents qui les évoquent et aussi les éducateurs. Parce que tout à l'heure, j'évoquais ce truc. Si d'une manière générale, il n'y a pas beaucoup de récrimination vis-à-vis du caractère désocialisant du masque, ça c'est d'une manière générale. Par contre, il y a une sous-population particulière qui sont les enseignants qui se plaignent énormément. Notamment quand ils s'adressent à des jeunes enfants. Mais voilà, parce que c'est une forme d'interaction très particulière. Quand on est enseignant, on s'exprime d'une manière asymétrique, la parole c'est important, et donc le visage est plus important, et nous-mêmes nous sommes des enseignants et nous savons de quoi nous parlons, enfin on partage ce point de vue, hein. C'est faire cours dans une salle avec un masque, c'est vraiment pas terrible. Voilà, donc je mets un bémol à ce que j'ai dit tout à l'heure sur les enseignants qui sont une sous-population qui sont venus beaucoup se plaindre parce que ça leur posait un réel problème d'exercice professionnel. Et après, le truc, c'est que un point qu'on n'a pas signalé dans la méthode, parfois, il y a du trolling. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui sont venues se saisir de l'enquête parce qu'ils avaient vraiment des revendications à faire valoir. Et par exemple, dans la troisième vague, nos appels ont été reliés par des journaux de l'Est de la France. Et il y avait un point très particulier d'une population qu'on n'avait pas vue tout d'un coup. Alors, un témoignage, deux témoignages, trois témoignages de personnes qui étaient sourds-muets.
en fait. Et manifestement, en fait, l'appel avait circulé dans un réseau. Et donc, et sans doute avec cette idée de regarder, il y a une enquête, des sociologues s'intéressent aux masques, nous, on a des problèmes particuliers, donc vite, vite, répondez à l'enquête pour rendre notre problème visible. À la fois, ça crée une distorsion parce que ces personnes deviennent très largement représentées, et en même temps, c'est formidable que ce type de méthode puisse donner l'occasion de ce genre de prise de parole. Voilà. Donc, c'est un des effets de distorsion de l'échantillonnage qui est très vertueux, en fait. Voilà. Très bien, merci. Gilles Frigoli avait une question, on lui donne la parole. Oui, bonjour, merci beaucoup pour cet exposé très enrichissant à tout point de vue. J'ai une question sur la méthode, mais alors, qui d'ailleurs fait le lien avec ce que vient de dire Franck Cauchois à l'instant. Est-ce que vous avez des données ou des hypothèses sur ce qui peut pousser finalement des gens à répondre favorablement à votre attente, c'est-à-dire à témoigner? Je dis ça parce que il me semble que ça interroge peut-être la représentativité particulière qu'a évoqué Gérald. Parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, justement, avec Internet, les réseaux sociaux, etc., la fonction tribunicienne, elle est offerte à beaucoup de gens et facilement. C'est-à-dire qu'on peut facilement donner son avis, son opinion, réagir sur l'actualité en public, entre guillemets, en tout cas devant un certain public. Et je me demande ce qui peut pousser, parce qu'il y a un effort, enfin, c'est une démarche de dire, bon, OK, je vais répondre à cette demande de sociologue qui est faite dans Nice Matin. Voilà, donc alors le trolling, peut-être, c'est un élément. Et comment, de ce point de vue-là, vous pondérez, du coup, les motivations, parce que ces témoignages, ils s'inscrivent dans un cadre relationnel, comme toute prise de parole, c'est-à-dire qu'ils s'adressent à un public à travers vous. Ils construisent un interlocuteur, c'est ça que je veux dire. Et cet interlocuteur, ils le construisent en fonction des raisons qu'ils se donnent de témoigner. Enfin bref, pour le dire plus simplement, est-ce que vous avez des éléments factuels ou des hypothèses sur les raisons que les gens se donnent pour témoigner auprès de vous suite à votre appel à témoignage? Voilà. Merci. Tu veux dire… Ouais, c'est une très bonne question, mais c'est très difficile d'y répondre parce qu'en fait, on les rencontre pas. Et à la limite, il faudrait qu'on en rencontre quelques-uns pour leur demander pourquoi ils ont voulu témoigner. Les seuls éléments qu'on a, c'est quand des personnes de notre entourage voilà, nous font un retour. Voilà, donc, ce qu'on a envie de dire, c'est que ceux qui ont répondu, parfois, c'est qu'ils avaient quelque chose, enfin, ils en avaient gros sur la patate, comme on dit, qu'ils avaient vraiment, ils voulaient dire quelque chose, alors, qui leur tenait à cœur, mais au-delà de ça, je ne sais pas. Et après, sur le comment l'interlocuteur et comment le récepteur du message était construit, là aussi, on n'a pas d'éléments, mais je me demande si ils le construisent toujours. Voilà, c'est-à-dire que il y aurait, c'est une hypothèse, il y aurait une telle accoutumance, en quelque mesure, à l'expression publique sur des sujets politiques, etc., via un certain nombre de canaux issus d'Internet, que je ne suis pas certain qu'il y ait toujours ce travail de construction, finalement, de la nature de l'interlocuteur, et voire même de ce qu'il va faire de ce qui a été dit. Parce que nous, on a pris d'immenses précautions pour ça, c'est-à-dire que lorsque l'appel était conçu, on mettait que c'était à des fins de recherche, etc., anonymat. Donc les personnes, je ne sais pas si on l'a dit, mais on leur demandait leur âge, leur sexe, leur genre et leur profession. Mais voilà, ce serait la réponse que je ferais, qui est très très incomplète,
voilà, par l'intermédiaire juste de personnes de l'entourage. J'ai quelque chose à dire, j'en ai gros sur la patate ou j'ai quelque chose sur le cœur que j'ai envie de raconter sur ce sujet. Et sur la construction en fait voilà, de l'interlocuteur, je m'interroge si, dans quelle mesure les témoins le faisaient. Voilà. Oui. Alors moi, je peux apporter quelques petits, enfin mon sentiment personnel, je partage ce que vient de dire Gérald. Après, localement, il y a des indices, mais chaque personne a ses raisons particulières de s'exprimer à nous. Certains, c'était quasiment publicitaire, c'est-à-dire sur les masques faits maison, il y a quelques personnes en disant, voilà, moi j'en fais, j'ai créé un blog, si vous voulez me rencontrer, enfin, il y a même des numéros de téléphone, etc. Donc, les motivations sont très diverses. Certains sont, au contraire, sont très respectueux, ce qui peut créer un problème d'ailleurs, s'adresser à des sociologues, mais ça permet d'avoir des récits qui sont souvent détaillés en fait. Hein, donc c'est aussi un avantage. Un soin particulier qui est mis à entrer dans le détail. Donc, on observe ça aussi. Alors, c'est pas tous les témoignages, hein, c'est juste pour dire des choses parce que parfois on a eu aussi c'est une autre forme de trolling, c'est-à-dire des collègues, c'est-à-dire genre je suis sociologue à la retraite, etc. Mais vous devez être catastrophé quand vous avez des témoignages de sociologues. Enfin bref, je me souviens d'anecdotes comme ça. Par contre, ce que je voudrais revenir, c'est les choses plus importantes, c'est le contexte en fait et la thématique. Vraiment, l'un des points d'avoir démarré l'enquête très tôt, au moment où c'était le plus fort, en fait, c'est ça qui permet d'expliquer la prolifération de ces récits. On était en période de confinement, les gens étaient bloqués chez eux, certains avaient du temps. Hein, et sur un truc nouveau, c'était partager des observations, c'était parfois partager comment dire, des indignations. Pas forcément des indignations politiques, hein, mais des indignations vis-à-vis de ce qu'ils observaient. On avait repéré tous les mécanismes de victimes émissaires. On s'en prenait aux joggers, par exemple, hein, parce que les joggers, ils crachent, ils soufflent, et ils étaient considérés comme extrêmement dangereux. Une autre forme aussi, c'était ce thème du gaspillage, c'est-à-dire non seulement on voit des masques chirurgicaux dans la rue, mais, ce qui est déjà pas bien parce qu'ils devraient être juste à l'hôpital, mais il y a des gens qui conduisent leur voiture avec un masque. Et à une époque, on disait vraiment, il faut s'en servir que 4 heures, et les gens prenaient ça très au sérieux. Donc, si vous êtes dans la voiture et que vous faites un trajet de 20 minutes, vous gaspillez 20 minutes de l'usage du masque. Enfin, c'était ça hein, qui était en arrière. Voilà. Et donc, ça permet de renseigner indirectement sur la très grande nervosité qui était présente à cette époque et qui était importante à prendre en compte, par exemple, pour les politiques, sur la réceptivité de certains discours qui sont plus détachés, etc. Voilà, donc pour dire quelles sont les motivations des gens, comme le dit Gérald, c'est des gens qui avaient des choses sur le cœur, ou des expériences à partager, parce que c'est ceux qui se sont lancés dans la production de masques, souvent à l'échelle d'une grande famille, etc., sont aussi très fiers de le raconter. Hein. Donc, il y avait des indignations et aussi des satisfactions. Et donc, c'était sur un registre très émotionnel au début. Voilà. Et après, il y avait un registre plus faire un bilan. Et on a eu paradoxalement très peu de discours et des discours génériques anti-masques. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'anti-masques. Hein. Ça veut dire que cette méthodologie d'enquête ne favorise pas le recueil de ce type de discours. On a eu autre chose. Voilà. Et pour poursuivre un peu dans cette mosaïque finalement de motivation telle qu'on peut comment les inférer. Il y a effectivement des motivations altruistes hein, par rapport à la confection de masques et le fait d'en donner, etc. Il y a l'idée de se servir aussi de l'appel à témoignage pour raconter ou pour faire une chronique un petit peu diachronique, hein, donc de cette période-là. Voilà, des gens qui racontent en fait et qui étalent leur témoignage dans le temps. Et alors ça, je ne sais pas si c'est de l'ordre des motivations ou des effets ou des biais, hein, peut-être même de la méthode, parce qu'il y en a toujours. Il y avait certains, et pas mal de témoins, qui versaient dans ce qu'on a pu appeler un effet bon élève.
dans cette période de très forte anxiété, donc qui disait bah, moi, je suis strictement le confinement. Moi, je n'utilise pas les masques parce que je considère qu'il faut les réserver aux soignants, etc. Et puis aussi, parfois, ça Franck l'a dit, hein, donc pour renforcer ce point-là, des témoins qui se servaient, entre guillemets, eh bien de notre appel pour critiquer les autres, quoi. Pour critiquer d'autres, des figures comme ça, justement égoïstes, ou des actes répréhensibles d'abandon de masques sur la voie publique, etc. C'est vraiment Je ne comme sais pas une si ça répond. situation de guerre, en fait, enfin, avec de la délation, enfin, voilà, de la peur. Et notre enquête, enfin, pour ça, à la fois, elle est très datée, mais c'est intéressant pour mémoire. Parce que ça passe tellement vite, ça fait 2 ans qu'on est là-dedans, mais on a vraiment oublié même des gestes insensés qu'on faisait au début, y compris peut-être d'ailleurs certains d'entre nous, comme laisser ses courses pendant 4 heures sur le balcon avant d'y toucher, etc. Voilà, donc il y avait une grande nervosité, c'est pas mal d'en garder la trace. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi. Est-ce qu'il y a encore une question ou deux? On arrive au terme du temps imparti pour ce webinaire. Sinon, il va être le temps de conclure. Moi, j'ai juste une petite dernière question très courte. Vous parliez des différentes méthodes qui étaient possibles pour examiner ce type de sujet. Est-ce que, à votre connaissance, il y a d'autres études qui se sont penchées sur l'utilisation des masques avec d'autres méthodes qui vous permettraient de comparer un petit peu vos résultats, soit à l'échelle nationale ou même internationale? Il y a une longue liste de groupes qui ont saisi le masque par plusieurs angles. On n'a pas encore suffisamment interagi avec ses collègues. Une enquête, par contre, que j'ai beaucoup mobilisée, c'est celle le baromètre Ipsos du Covid. Donc, je le signale à toute personne qui voudrait. L'Ipsos, en fait, c'est un organisme de sondage privé, mais qui a créé un baromètre Covid au début de la pandémie. En plus, ils ont tout mis en open data. Voilà, je ne veux pas du tout faire de la publicité pour l'Ipsos, mais d'habitude, ces organismes qui vendent très cher leurs enquêtes, etc. Là, on menait une enquête sur un panel représentatif de la population française de 5000 personnes, et qui a été, le suivi a été, alors c'est sur beaucoup de questions sur le confinement, etc., mais c'est sur une période de je ne sais plus, 7, 8, 9 semaines. Enfin, c'était très long. Et ça, c'était un point d'appui formidable parce qu'ils ont fait des choses sur le masque et ça permettait de remettre nos résultats en perspective par rapport à un échantillonnage plus robuste, etc. Donc, des enquêtes, il y en a d'autres. Il y a mon collègue Christophe Benavent qui a fait des enquêtes par Twitter avec lequel on a interagi. On a aussi, il y a d'autres enquêtes qui ne portent pas uniquement sur le masque, mais qui renseignent beaucoup. Par exemple, d'autres collègues à Toulouse ont beaucoup travaillé sur le confinement. Et en fait, ils ont fait un questionnaire et ils ont noté une surreprésentation des femmes. Et il y a les gens qui viennent répondre au questionnaire sont à 75% des femmes. On a exactement le même taux avec les masques. Et ça, c'est très utile parce que on pourrait penser, ah oui, mais nous, c'est les masques. Et donc, les masques, peut-être, c'est plus de l'ordre de, voilà, du soin. Et donc, peut-être que c'est plus féminin. Et en fait, c'est plus lié de manière générale à gérer la crise de manière quotidienne, en fait, a été plus approprié comme sujet de préoccupation majeure par les femmes. Voilà, et donc ça permet à la fois, c'est le même résultat, mais ça permet de ne pas dire c'est propre au masque. C'est plus, ouais. Donc, il faut absolument croiser les différentes enquêtes entre elles, bien sûr. D'accord, merci beaucoup. Nous allons conclure. Je tiens à vous remercier sincèrement tous les deux pour cette intervention très riche et très intéressante. Je remercie tous ceux qui nous ont suivis, soit sur cette session Zoom, soit sur YouTube. Et avant de nous quitter, je voulais faire passer un petit message que m'a envoyé Claire tout à l'heure.
Je l'ai dit en introduction, Claire s'occupe d'animer la communauté autour des crises sanitaires et environnementales. Donc, elle nous rappelle que le réseau national des MSH diffuse un très court questionnaire qui peut être rempli en 3 minutes chrono et qui vise à identifier les projets en cours de montage ou déjà montés en lien avec le dispositif que je présentais en introduction, HS3P, crise sanitaire et environnementale. Donc, dans un sens qui va au-delà des questions de santé, qui inclut bien sûr l'environnement et qui sert à recenser les besoins de collaboration interdisciplinaire entre chercheurs à l'intérieur des SHS ou avec les autres disciplines. Et le but de cette enquête, c'est d'accompagner la mise en réseau des chercheurs qui existent déjà sur de nombreux projets. Donc, Claire a mis le lien de cette enquête dans l'espace de discussion de la visioconférence, mais nous le rappellerons également dessous la vidéo qui sera mise en ligne, ainsi que tous les liens utiles. Voilà, je vous remercie encore une fois, je vous souhaite une belle après-midi et à bientôt pour de nouveaux séminaires. Merci beaucoup. C'est bien, à bientôt. Bien. Au revoir. Au revoir. Merci à tous.